Quand je suis allée récupérer ma fille de 5 ans chez sa grand-mère, je pensais que tout le mauvais, ce jour-là, était déjà derrière moi. Je n'étais partie qu'un peu moins de 24 heures. Une seule nuit hors de la maison. Je suis montée sur le perron, comme d'habitude, m'attendant à ce qu'elle surgisse pour se jeter dans mes bras avec ce sourire fou de joie qui illumine son visage même après 2 heures de séparation. Mais à la place, elle était assise au bord du canapé du salon, serrant contre elle son ours en peluche et gardant les yeux baissés. Je me suis accroupie et j'ai ouvert les bras. Elle m'a enlacée, mais son étreinte était différente, comme si elle ne voulait plus me lâcher. Nous nous sommes installés dans la voiture. Je lui ai bouclé la ceinture et je lui ai demandé si elle s'était amusée. D'abord, elle est restée silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. Puis, elle s'est penchée vers moi et a chuchoté des mots qui m'ont glacée de l'intérieur. « Maman ? Mamie a dit que je ne dois jamais te raconter ce que j'ai vu. » Je me suis retournée brusquement vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Ma puce, qu'est-ce que tu as vu ?» Elle a levé vers moi ses grands yeux noisettes, et ce qu'elle a dit ensuite a fait trembler mes mains. Je m'appelle Maëlle Durand, j'ai 32 ans, et je vis dans une banlieue tranquille de Tours. Je suis professeure des écoles en CE2, dans une école primaire publique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais surtout, je suis la maman d'une petite fille lumineuse et belle de 5 ans, qui s'appelle Eléa. Elle est tout mon monde. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon mari, Julien, dans un accident de voiture. Il rentrait du travail un soir de pluie lorsqu'un poids lourd a brûlé un feu rouge. J'étais justement en train d'endormir Eléa pour la sieste quand le téléphone a sonné. Les gendarmes m'ont dit qu'il était mort sur le coup. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir l'appareil. Elle n'avait que 2 ans, beaucoup trop peu pour comprendre pourquoi son papa ne reviendrait pas. Pendant des semaines, elle a continué à demander quand il rentrerait à la maison. Je n'avais pas de réponse, seulement ces mêmes étreintes silencieuses. À partir de ce moment-là, tout a changé. Nous étions seuls. Nos journées se remplissaient d'histoires du soir, de dîners de pâtes et de chaussettes dépareillées. Nous allions faire les courses ensemble, nous nous brossions les dents sur la même petite comptine, et chaque soir, avant de dormir, elle exigeait que je m'allonge à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Parfois, je restais un peu plus longtemps, juste pour écouter sa respiration. Je n'avais jamais réalisé à quel point une maison peut paraître vide quand on est le seul adulte à y vivre. Élever un enfant seul, ce n'est pas facile. C'est même effrayant. Le moindre rhume semble une catastrophe. Chaque fois que je suis en retard au travail, une pensée me traverse. Et si elle croyait, elle aussi, que je ne reviendrais pas ? Mais nous tenons bon. Elle me donne une raison de vivre. Elle me donne de la force. Et chaque jour, j'essaie de lui offrir une vie qui lui paraisse entière, même si quelqu'un y manque. Madeleine, ma belle-mère, la mère de Julien, vit à environ 40 minutes d'ici, dans une ancienne maison de campagne où mon mari a grandi. Après l'accident, elle avait proposé son aide, mais les choses n'étaient jamais simples. Elle n'est pas de celles qui montrent la moindre chaleur. Polie, mais froide. Même avec Eléa à proximité, la tension entre nous ne disparaissait pas. Comme si nous étions chacune à une extrémité d'un pont fragile, attendant que l'autre fasse le premier pas. Elle n'a jamais dit ouvertement qu'elle ne m'aimait pas, mais c'était évident, surtout aux funérailles de Julien. Son regard semblait me dire que je n'étais pas faite pour son fils et que je devais sans cesse me justifier. Et pourtant, elle reste la grand-mère d'Eléa, et je voulais que ma fille garde un lien avec la famille de son père. Je ne laissais pas mes sentiments interférer avec cela. Ainsi, ces dernières années, Eléa a passé chez Madeleine quelques après-midi. Je ne la laissais jamais longtemps, le plus souvent les jours de fête, mais jamais pour la nuit. Eléa n'y voyait pas d'inconvénient. Elle ne racontait rien de particulier sur sa grand-mère, mais ne se plaignait pas non plus. Je ne forçais rien, et les visites restaient rares et brèves. Le mois dernier, mon école a organisé un week-end de formation pour les enseignants. Ce n'était pas obligatoire, mais fortement recommandé. Nous devions étudier les nouvelles modifications du programme, et je ne voulais pas manquer cela. Pour y assister, je devais partir une nuit, une seule, et je n'avais aucune autre solution.
Ma sœur, qui d'habitude m'aide avec Eléa, était partie avec son mari. Mes parents vivent dans le sud. Il ne restait qu'une possibilité. J'ai appelé Madeleine pour lui demander si elle pouvait garder Eléa pour la nuit. Un long silence a suivi. Puis elle a dit « Bien sûr. J'attendais depuis longtemps que tu me la confies plus que 2 heures. » Cela aurait dû m'alarmer, mais j'ai ignoré le signal. Le matin où j'ai déposé Eléa, elle était dans son humeur joyeuse habituelle. Elle sautillait dans ses bottes de pluie à coccinelle, alors même qu'il ne pleuvait pas. J'avais préparé ses encas préférés, des vêtements de rechange, son ours nougat et son livre du soir. J'ai vérifié 2 fois si j'avais bien mis sa brosse à dents. J'ai même fait une liste des numéros d'urgence que j'ai fixés à son sac. En lui remettant les affaires sur le pas de la porte, j'ai tenté de masquer mon anxiété derrière un sourire. Elle a pris le sac sans me regarder. « Vous êtes sûre que ça ira ?» ai-je demandé, plus par réflexe que par nécessité. « Maëlle, j'ai bien élevé Julien », a-t-elle répliqué sèchement. « Je pense pouvoir gérer une nuit avec ma petite fille. » J'ai hoché la tête. J'ai embrassé Eléa sur le front, les serré fort. Elle n'avait pas l'air inquiète. Au contraire, elle était ravie de pouvoir montrer à sa grand-mère comment elle lisait toute seule les premières pages de son livre. En repartant, je tentais de me rassurer. J'exagérais. Voilà tout. Une seule nuit. Tout irait bien. Je serais de retour avant midi. Je n'étais ni la première mère à devoir laisser un peu d'autonomie à son enfant, ni la dernière. Mais au fond de moi, une sensation ne me quittait pas. Un poids dans la poitrine. Une tension dans les épaules. Je me persuadais de respirer. Je me répétais que je dramatisais. La vérité, c'est que j'étais loin d'imaginer à quel point mes craintes allaient s'avérer justifiées. Le lendemain matin, lorsque je suis venue chercher ma fille, tout ce que je croyais savoir sur Madeleine et sur ma capacité à tout maîtriser s'est effondré. Je suis arrivée chez elle vers 10 heures, comme prévu. La route m'a semblé plus longue qu'à l'ordinaire. J'avais le ventre noué, non pas parce que je craignais un problème, mais parce qu'Eléa m'avait manqué. Je revoyais son visage, je me demandais si elle avait eu sa veilleuse, si Madeleine avait fait tiédir le lait avant de dormir, si elle avait bien pris Nougat avec elle, comme toujours. La maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Les rideaux étaient tirés, on n'entendait ni musique, ni dessins animés. D'habitude, quand je viens chercher Eléa, le bruit de ses pas sur le parquet résonne avant même que je frappe. J'ai frappé une fois, puis encore. 1 minute plus tard, Madeleine a ouvert la porte. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite. Dans ses yeux se lisait quelque chose de froid. Comme si elle n'avait pas dormi ou ne souhaitait pas ma présence. Elle ne m'a pas invitée à entrer. Elle s'est simplement écartée en disant « Elle est dans le salon ». Eléa était assise au bord du canapé, serrant son ours et repliant ses genoux contre elle. Elle a levé les yeux, mais n'a pas souri. Ne m'a pas appelée. Et à cet instant, l'inquiétude que j'avais tenté de repousser est revenue de plein fouet. Je me suis approchée, je me suis agenouillée devant elle. « Bonjour, ma chérie », ai-je dit doucement. « Tu t'es bien amusée ?» Elle a hoché la tête, mais à peine. J'ai rejeté une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Elle a tressailli, comme si elle n'était plus habituée à un geste doux. J'ai regardé Madeleine, qui se tenait dans le couloir, les bras croisés. On a un peu joué. Elle s'est couchée tard, a-t-elle dit sèchement. Elle est sûrement juste fatiguée. Je voulais poser d'autres questions, mais je me suis retenue. J'ai pris le sac d'Eléa, j'ai remercié par réflexe, et je l'ai emmené jusqu'à la voiture. Madeleine n'a pas marché derrière nous. Nous nous sommes installés dans la voiture. Je lui ai attaché la ceinture et je l'ai regardée. « Mamie s'est bien occupée de toi ?» Eléa regardait dehors. Sa voix a été à peine audible. « Maman, mamie a dit que je ne dois jamais te raconter ce que j'ai vu. » Le monde s'est figé. Les bruits de la rue se sont éteints. Mon cœur battait lourdement dans mes oreilles. « Qu'est-ce que tu as vu, ma puce ?» Elle m'a regardée. Son visage avait pâli. Ses yeux s'étaient agrandis.
Ceux d'un enfant qui comprend qu'il a croisé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. « Il y avait une fille dans la cave », a-t-elle dit. Je suis restée pétrifiée. Quelle fille? Elle était dans une pièce. Mamie a dit qu'elle n'existait pas et que je ne devais pas lui parler, mais elle avait l'air vraie. Je n'ai pas réussi à prononcer un mot. Et Eléa a continué, les mots se bousculant, comme parlent les enfants quand ils ont peur d'être punis pour avoir dit la vérité. Elle avait une couverture, mais pas de lit. Elle pleurait et elle a dit que son bras lui faisait mal. Mamie m'a dit de ne pas la regarder et de promettre que je ne te raconterai rien. Ma gorge s'est serrée. Je me suis forcée à rester calme pour Eléa. Comment elle était, cette fille? Elle était plus grande que moi, peut-être comme Élise de l'école. Elle avait les cheveux sales, une sorte de pyjama. Elle avait peur, maman. Je me suis laissée aller contre le dossier du siège. Mes doigts sont restés un instant suspendus au-dessus du contact, puis sont retombés, inertes, sur mes genoux. Je regardais le volant, tandis que mes pensées couraient dans tous les sens, essayant de rattraper ce qui venait de se passer. C'était peut-être un jeu. Peut-être que Madeleine avait une poupée ou une vieille photo. Peut-être qu'Eléa n'avait pas tout compris. Mais même en tentant de me convaincre de ça, je savais que rien de tout cela n'avait de sens. Oui, Eléa a beaucoup d'imagination. Mais cela ne ressemblait pas à un simple fantasme d'enfant. Trop précis, trop détaillé, trop sérieux pour qu'on l'ignore. J'ai appelé mon amie Claire, avec qui j'avais fait mes études. Elle est psychologue pour enfants. Je lui ai tout raconté, la voix brisée à mi-chemin. Elle n'a pas hésité. Maëlle, ce n'est pas inventé. Les enfants ne mentent pas avec un tel niveau de détail. Si elle décrit la douleur et la peur, c'est qu'elle les a vus. Prends ça très au sérieux. C'est ce que j'ai fait. J'ai ramené Eléa à la maison, je lui ai donné du jus et j'ai mis son dessin animé préféré. Je ne voulais pas qu'elle voie à quel point j'avais peur. Je lui ai tendu nougat et je lui ai demandé d'attendre un peu. Puis je suis allée à la cuisine, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai composé le numéro de la gendarmerie. Je ne suis pas certaine que ce soit une urgence absolue, ai-je commencé. Mais ma fille vient de me dire qu'elle a vu une fillette enfermée dans une pièce, dans la cave de ma belle-mère. L'opératrice m'a demandé de tout raconter en détail. J'ai répété mot pour mot ce qu'avait dit Eléa. Quelques secondes de silence, puis elle m'a annoncé qu'elle envoyait immédiatement une patrouille. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Et si tout cela était vrai? Et si, là-bas, à cet instant, quelqu'un était seul et en danger? Et si ma fille avait vu quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais voir, et que j'étais passée à côté? La peur a laissé la place à un autre sentiment. La détermination. Au moment même où j'ai terminé l'appel avec l'opératrice, quelque chose en moi a changé. La peur était toujours là, mais cachée sous quelque chose de plus puissant. Je n'avais plus l'intention de douter. Je ne voulais plus me demander si j'avais bien compris ou si j'exagérais. Ma fille était rentrée à la maison effrayée, chuchotant qu'elle avait vu une fillette qui pleurait dans une cave fermée à clé. Cela suffisait. Je me tenais près de la fenêtre, le téléphone à la main, à regarder la route. J'ignorais combien de temps il faudrait aux gendarmes pour arriver jusqu'à la maison de Madeleine. Elle se trouvait en dehors de la ville, au calme, cachée au milieu des arbres et au bout d'un long chemin de gravier. Si quelqu'un s'y trouvait vraiment, si quelqu'un souffrait, je ne voulais pas perdre une seule seconde. J'ai attrapé mes clés. Avant de sortir, je suis passée par le salon. Eléa était assise par terre, en tailleur, nougat sur les genoux, les yeux rivés au dessin animé. Ses traits s'étaient un peu détendus, mais l'ombre de ce qu'elle m'avait raconté était toujours là. « Tu vas où, maman ?» a-t-elle demandé. Je me suis penchée et je l'ai embrassée sur le sommet de la tête. « Cherchez quelque chose que j'ai oublié, mon cœur. Je reviens vite. Tata Claire va rester un peu avec toi. » J'avais déjà envoyé un message à Claire après mon appel à la gendarmerie. Elle habitait à 10 minutes et n'a pas posé de questions. Sa réponse tenait en un mot « J'arrive ».
5 minutes plus tard, elle était chez nous. Je lui ai répété les paroles d'Eléa, encore une fois, cette fois avec la voix tremblante. Claire n'a même pas scié. Elle s'est assise près d'Eléa et a commencé à jouer avec elle comme si c'était un jour tout à fait normal. C'est tout elle, calme, fiable, capable de contenir le chaos quand toi-même tu n'as plus de main libre. Pendant que je roulais vers la maison de Madeleine, mon cœur cognait au rythme des coups que mes mains donnaient inconsciemment sur le volant. Plus je m'éloignais de la ville, plus tout devenait désert, plus de trottoirs, plus de lampadaires, seulement de grands arbres et le silence. Je repassais en boucle les mots d'Eléa, une fille avec un bras douloureux qui pleurait dans le noir. Je l'imaginais, enfermée là, dans cette maison où j'avais moi-même envoyé ma fille sans hésiter. J'ai tourné sur le chemin de gravier et j'ai coupé le moteur. La voiture de Madeleine était à sa place habituelle. Les rideaux de nouveau tirés, aucun bruit, aucun mouvement. Toute la maison semblait retenir son souffle. J'ai pris mon téléphone et je suis montée sur les marches. Je me suis forcée à sourire lorsque la porte s'est ouverte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a froncé les sourcils Madeleine. « Je crois qu'Eléa a oublié une autre tenue pour son ours, » dis-je d'un ton léger. La rouge, elle l'appelle la robe de pique-nique. Sans elle, elle est très contrariée. Madeleine ne bougea pas. Elle plissa les yeux en me détaillant. « Je n'ai rien vu en rangeant, » dit-elle. « Je vais juste jeter un œil dans sa chambre, ça prendra 1 minute. » Un long silence. Puis, elle s'est écartée. « D'accord, mais vite. » J'ai franchi le seuil. La maison paraissait propre, mais sans chaleur. Le froid ne venait pas de la température, mais de l'atmosphère, de l'air saturé de secrets. Je me suis dirigée droit vers la chambre où Eléa avait dormi. J'ouvrais les tiroirs, fouillais dans son petit sac à dos, faisant exprès un peu de bruit pour couvrir mes pas quand je me suis décalée vers le couloir du fond, là où se trouvait la porte de la cave. « J'ai dit seulement la chambre, Maëlle !» a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. La porte de la cave était fermée. J'ai posé la main sur la poignée. « Ne l'ouvre pas !» a hurlé Madeleine derrière moi. Sa voix s'était faite aiguë, presque cassée. Je vérifie juste au cas où Eléa aurait laissé quelque chose en bas. Elle n'y est pas descendue. Ma main était toujours sur la poignée. Alors pourquoi elle m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un ? Les yeux de Madeleine se sont assombris. Elle a 5 ans, elle invente tout. Pas ce genre de choses. Elle a fait un pas vers moi, mais je me suis reculée. J'ai déjà appelé la gendarmerie, ai-je dit. Ils sont en route. Son visage a changé. Ce n'était pas de la panique, pas de la culpabilité. Autre chose, du mépris. Tu es exactement comme je t'ai toujours vu, faible, hystérique, toujours en train de chercher quelqu'un à accuser. Ce que tu penses de moi m'est égal, ai-je répondu. Mais s'il y a quelqu'un dans cette cave, je ne partirai pas sans savoir s'il va bien. Nous nous tenions face à face. Le silence a été brisé par le crissement des pneus sur le gravier. Des éclats bleus ont traversé les vitres. 2 gendarmes sont sortis de la voiture. J'ai ouvert la porte toute grande et, d'un signe, je les ai fait entrer. Elle ne m'a pas laissé ouvrir la cave, ai-je dit. Le plus âgé a hoché la tête. On va s'en charger. Je suis sortie sur le perron. Mes mains tremblaient. Non plus de peur, mais d'adrénaline. À l'intérieur, j'entendais des voix. La voix de Madeleine, des pas, puis un bruit sourd. L'un des gendarmes a crié « On a besoin de renfort, on a trouvé quelque chose !» Et là, j'ai compris que tout était vrai. Eléa disait la vérité. Et derrière cette porte, tout ce temps, quelqu'un attendait qu'on vienne l'aider. Je restais sur le pas de la porte, les poings serrés si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. La fraîcheur du matin me picotait la peau, mais je ne la sentais pas. Dans la maison, les pas se succédaient, les voix se croisaient. Un gendarme criait quelque chose, je ne comprenais pas les mots, mais j'entendais la tension dans son ton. Puis un autre coup sourd, et un grincement métallique. La serrure. On était en train de la forcer. Je ne bougeais pas, même si tout en moi avait envie de courir vers ce bruit. Au bout d'1 minute, l'un des gendarmes est sorti, le visage pâle, tendu. D'abord, il n'a pas croisé mon regard. Il a parlé dans sa radio.
Puis, il s'est tourné vers moi. Son expression en disait plus que des mots. « Il y a un enfant, dans la cave », a-t-il prononcé. « Une fillette, vivante ?» Je n'ai pas réussi à répondre. Ma gorge s'est nouée. J'ai porté ma main à ma bouche et j'ai hoché la tête. J'espérais tellement que tout cela ne soit qu'une erreur, qu'Eléa ait tout confondu, ou que Madeleine ait une raison à elle, aussi tordue soit-elle, de garder cette porte fermée. Mais non, tout était réel. 10 minutes plus tard, ils l'ont fait sortir, menotté. Son visage était de pierre. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle marchait la tête haute, comme si c'était elle qu'on avait offensée. Elle ne m'a pas regardée, pas une seule fois. Quand les gendarmes l'ont installée dans la voiture, elle a marmonné quelque chose entre ses dents, mais je n'ai pas compris. Une autre voiture de patrouille est arrivée. Derrière elle, une ambulance. Les secouristes sont entrés rapidement dans la maison. C'est là que je l'ai vue. La fillette. Elle paraissait avoir une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Toute menue, trop petite pour son âge. Le visage sale, les joues creusées. Elle était enveloppée dans une couverture qu'elle serrait si fort qu'on aurait dit que c'était la seule chose qui la rattachait au monde réel. Ses longs cheveux étaient emmêlés, des mèches collaient à sa peau. Un de ses bras était entouré d'un bandage de fortune. Elle ne disait rien. Ses yeux grands ouverts, figés, couraient partout autour d'elle, comme si elle n'arrivait pas à faire confiance à ce qui se passait. Les secouristes l'ont conduite avec précaution jusqu'à l'ambulance. Je me tenais un peu en retrait, mais, l'espace d'un instant, elle a posé directement son regard sur moi. J'ai essayé de lui sourire. À peine. Pas de joie, mais pour lui dire que je la voyais. Je voulais qu'elle sache que, désormais, quelqu'un la remarquait, qu'elle n'était plus invisible. Quelques minutes plus tard, un gendarme est venu me voir. Il avait l'air posé et professionnel, mais à ses yeux, on devinait que ce n'était pas le genre de situation qu'il voyait tous les jours. Il m'a expliqué que la fillette s'appelait Lina Carpentier. Cela faisait presque 3 semaines qu'on la considérait comme disparue. Elle s'était volatilisée dans une petite ville voisine, à une quarantaine de minutes d'ici. Des photos avaient circulé sur les réseaux sociaux, mais la maison de Madeleine était à l'écart de la route, et personne n'avait pensé à venir jusque-là. J'ai demandé comment Madeleine l'avait trouvée, elle. Il a poussé un soupir et secoué la tête. « On est encore en train de démêler tout ça », a-t-il dit, mais il semble qu'elle ait abordé la petite dans un parc de la ville. Parfois, Lina fuyait la maison. Ses parents avaient signalé qu'elle avait un retard de développement, que le contact avec les inconnus était difficile pour elle. Madeleine, visiblement, en avait profité. La simple idée que quelqu'un puisse enlever un enfant sans défense et la cacher ainsi me retournait l'estomac. « Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ?» ai-je demandé. « Elle prétend qu'elle la protégeait », a-t-il répondu. À en croire les enquêteurs, Madeleine passait son temps sur des forums complotistes et avait fini par se persuader que la famille de la fillette n'était pas digne de confiance. Je restais là, sidérée. Tout ce temps, j'avais cru que Madeleine n'était qu'une femme froide, jugeante, émotionnellement fermée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit capable de ça. Je lui avais confié mon propre enfant. Et Eléa, ma fille, elle avait raison. Elle avait vraiment vu quelque chose. Même à 5 ans, elle avait senti le poids de ce qu'elle découvrait. Si elle s'était tue, si j'avais mis ça sur le compte de l'imagination, cette fillette serait peut-être encore là-bas, en bas. J'ai appelé Claire et je lui ai demandé de me passer Eléa. Quand je suis rentrée à la maison, elle était assise sur le canapé, nougat sur les genoux, en train de grignoter des biscuits salés, comme un samedi tout à fait ordinaire. Je me suis assise près d'elle et je l'ai serrée dans mes bras. « Il faut que je te dise quelque chose », ai-je murmuré doucement. « La fillette que tu as vue chez mamie, les gendarmes l'ont retrouvée. Elle est en sécurité maintenant. » Eléa a levé les yeux vers moi. « Elle n'est plus dans la cave ?»« Non, mon amour, plus dans la cave. Tu l'as aidée. Tu as été très courageuse en me racontant tout ça. » Elle est restée silencieuse un petit moment, puis elle s'est collée contre moi et a chuchoté. J'avais peur de parler. « Je sais,
ai-je répondu. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça, le courage. Cette nuit-là, quand Eléa s'est endormie, je suis restée dans sa chambre à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser avec régularité. Je pensais à Lina, à ce qu'elle avait dû ressentir, assise dans une pièce sombre, à attendre qu'on la trouve. Au fait qu'une autre petite fille l'avait sauvée. Ma petite fille. La vérité était sortie de la bouche la plus petite de la pièce, et elle avait sauvé une vie. Les semaines suivantes, les gros titres ne se sont pas tus. Une enfant retrouvée dans une pièce secrète au sous-sol. Une grand-mère arrêtée dans l'affaire d'une fillette disparue. Notre quartier si tranquille s'est retrouvé au centre de l'attention. Les journalistes frappaient à la porte. Les parents de l'école envoyèrent des messages. Certains nous soutenaient. D'autres cherchaient à soutirer des détails. Je ne répondais pas à grand-chose. Pour moi, une chose comptait avant tout. Protéger Eléa et lui laisser le temps de se remettre. Elle ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, pas comme l'aurait fait un adulte. Mais elle savait qu'il s'était produit quelque chose de grave. Elle savait qu'elle avait vu ce qu'un enfant n'est pas censé voir. Pendant plusieurs nuits de suite, elle s'est réveillée en larmes. Parfois, elle demandait à ce que le couloir reste allumé, même avec la veilleuse près de son lit. Elle ne voulait pas parler de sa grand-mère. Je n'insistais pas. J'étais simplement là. Je la prenais dans mes bras quand elle en avait besoin. Nous lisions ses livres préférés avant de dormir, même si elle les connaissait déjà par cœur. Je l'emmenais jouer avec ses amis, j'essayais de remplir son univers de douceur et je la gardais près de moi. L'enseignante à l'école m'a dit qu'elle était plus silencieuse que d'habitude, mais toujours active et curieuse, et qu'à la fin de la semaine, elle souriait à nouveau. Claire nous aidait toutes les deux. Elle nous a recommandé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes précoces chez l'enfant. Nous y allions ensemble. Je ne voulais pas qu'Eléa se sente seule là-dedans. Lors de l'une des séances, elle a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Elle ne voulait pas que je raconte, mais moi, je savais que toi, tu me croirais. Et alors les larmes sont venues. Pas celles de panique, comme ce jour-là dans la voiture. Pas celles, silencieuses, que je laissais couler le soir dans la salle de bain. D'autres. Elles venaient d'une gratitude profonde, tranquille. J'avais eu si peur de ne pas être à la hauteur, comme mère, comme protectrice. Après la mort de Julien, je me suis souvent dit que je décevais Eléa, que je n'étais pas capable de lui offrir assez d'amour et de sécurité. Mais à cet instant, en entendant qu'elle avait choisi de me faire confiance plutôt que d'écouter sa peur, j'ai compris. Quelque part, j'avais réussi quelque chose. L'arrestation de Madeleine s'est transformée en plusieurs chefs d'accusation. Enlèvement, séquestration de mineurs. Au début, elle a nié toute culpabilité, répétant qu'elle avait sauvé Lina. Mais les preuves étaient trop nombreuses. On retenait la fillette dans une pièce cachée derrière une fausse cloison, au sous-sol. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement un matelas à même le sol, une lampe et un cadenas à la porte. Le bandage sur son bras était bricolé maison, la blessure n'avait pas été soignée. On la nourrissait juste assez pour qu'elle ne meure pas. Ce n'était pas un malentendu, pas une tentative maladroite de protéger. C'était un crime. Lina a été rendue à ses parents. Je les ai croisés brièvement pendant l'enquête. Sa mère m'a serrée dans ses bras avec une telle force que j'en ai eu le souffle coupé. Elle me remerciait. Encore et encore. Et moi, je ne me sentais pas comme une héroïne. J'avais simplement écouté ma fille. C'est tout. Je l'avais cru. Et ça avait tout changé. Les enquêteurs ont expliqué que Madeleine passait du temps sur des forums remplis de théories du complot. Elle s'était persuadée que Lina faisait partie d'un grand plan, obscur, et s'était convaincue qu'elle la sauvait. C'était inquiétant, triste et terrifiant à la fois. Je n'arrivais pas à croire que la femme que je connaissais et celle qui avait fait ça ne fassent qu'une. Mais au fond, cela n'avait plus vraiment d'importance. L'essentiel était là. Lina était en sécurité. Et Eléa, à la maison. Je n'ai plus aucun contact avec Madeleine, et je ne laisserai plus jamais Eléa l'approcher.
Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir sans point de retour. Parfois, ce qui me rend triste, ce n'est pas elle en tant que personne, mais le fait qu'Eléa n'aura jamais de vraie grand-mère, chaleureuse, fiable, aimante. Aujourd'hui, je le comprends. Les illusions ne protègent personne. Un soir, environ 1 mois après les faits, alors que je l'abordais, Eléa m'a demandé « Maman, est-ce que je suis une héroïne ?» J'ai souri. « Bien sûr. Tu es mon héroïne. » Elle a hoché la tête, songeuse, a glissé nougat sous la couette et a fermé les yeux. Cette nuit-là, je suis restée plus longtemps que d'habitude dans sa chambre. Non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que j'en avais envie. J'écoutais sa respiration douce et régulière. Je pensais à la facilité avec laquelle tout aurait pu tourner autrement. Si elle s'était tue. Si je m'étais contentée de hausser les épaules. Si les secours étaient arrivés trop tard. On imagine souvent les héros forts, bruyants, intrépides. De ceux qui se jettent dans le danger sans réfléchir. Mais parfois, les héros sont petits. Parfois, ils parlent à voix basse. Parfois, ils serrent un ours en peluche contre leur poitrine et prononcent quelques mots qui changent tout. Je n'oublierai jamais ce qu'Eléa m'a appris. Écouter les enfants, ce n'est pas seulement les protéger. C'est leur montrer qu'ils comptent. Leur voix compte. Leur vérité compte. Et quand nous écoutons, vraiment écoutons, nous leur donnons plus que le droit de parler. Nous leur donnons le droit d'être crus. C'est ainsi que nous les protégeons. C'est ainsi que nous nous protégeons les uns les autres.